Nous allons maintenant au Mali pour cette seconde partie. Début de la campagne pour la présidentielle. Les 24 candidats à l'élection présidentielle sont officiellement entrés en campagne avec donc le lancement de cette campagne dans un pays en état d'urgence, en proie à des violences djihadistes et des tensions intercommunautaires. Mais on a plus de regard pour les deux principaux candidat, c'est-à-dire le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, qui brigue sa propre succession, et le chef de file de l'opposition, Soumaïla Cissé, qui tous les deux ont organisé de gigantesques campagnes ce dimanche à Bamako, dans la capitale malienne. Pour évoquer le sujet, nous continuons avec nos invités, mais entre-temps, on est rejoint par Emmanuel Vivien Tomi, directeur de publication de Plume Libre. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir aux collègues et à toutes celles et à tous ceux qui nous regardent de partout le monde. Vous avez la primeur pour commencer cette info sur le Mali. 24 candidats. C'est vrai que le Mali est un grand pays. Est-ce que ce n'est pas quand même un peu trop? Le Mali est un grand pays, mais le Mali n'est pas plus grand que les États-Unis d'Amérique. Donc je pense qu'il faudrait qu'on apprenne chez nous en Afrique à avoir un petit nombre de candidats pour faciliter la tâche au peuple pour le choix. Ce n'est pas le plus grand nombre de candidats qui consacrent le plus bon programme politique pour le pays. Je pense que dans presque tous les pays, il y a au moins une mouvance présidentielle et des partis qui se retrouvent dans l'opposition. Si au niveau de l'opposition on arrivait à trouver un seul candidat pour affronter le président sortant, je crois qu'on a plus de chances d'aller vers la victoire. Et peut-être si on veut une troisième voie, un centriste, mais aligner plus d'une vingtaine de candidats pour une élection, moi je trouve que pour un pays en développement comme le Mali, c'est déjà trop. Ensuite, on peut se poser aussi la question de savoir est-ce que tous les candidats sont sérieux. Quand un candidat installe par exemple un écran géant pour dire je fais la campagne, venez voir le football, venez suivre la Coupe du Monde. Stratégie de campagne. Oui, mais ça ne suffit pas. Je pense qu'une campagne ne se déroule pas véritablement le jour où on a lancé la publicité politique. Ça doit commencer bien avant. Un travail doit être fait, un travail sérieux. Et déjà, le nombre de candidats pose un problème. Ensuite, la forme qu'utilisent certains candidats, ça laisse à désirer. Il y en a qui distribuent des manteaux aussi. Oui, et là, vous savez, le Mali est un pays qui a une très grande tradition musulmane, et il y en a qui s'appuient carrément sur les imams pour dire bon, si j'arrive à convaincre les chefs religieux, ils vont convaincre aussi les adeptes ou les fidèles. Oui. Mais je pense qu'il y a un problème, c'est que est-ce que les candidats arrivent presque dans la majorité à défendre leur programme? Ce n'est pas tellement ça. On utilise les moyens africains pour pouvoir faire la campagne, ce qui est déplorable. Il est temps qu'on arrive effectivement à une campagne qui va défendre le programme politique, et je crois qu'il y a quand même des candidats sérieux, notamment au niveau de l'opposition, et le candidat sortant a aussi ses chances. On va voir comment ça va se passer, mais ce qui aurait été le meilleur, c'est qu'au niveau de l'opposition, qu'on arrive à dégager peut-être un candidat ou deux. Au second tour, hein, ils ont deux tours là-bas. Donc, oui, mais quand le les problème voix fondamentalement ne se poserait pas. Quand les voix sont très émiettées au niveau de l'opposition, on donne plus de chances au président sortant d'avoir un bon pourcentage. Je crois qu'aujourd'hui, il est temps que chez nous, en Afrique, qu'on comprenne que ce n'est pas le nombre de candidats qu'il faut, mais plutôt la qualité des programmes politiques. Et essayer, dans la mesure où on trouve que celui qui est au pouvoir ou ceux qui sont au pouvoir ne font pas bien, qu'on essaie de convaincre la population à voter. Mais il faut qu'on donne la possibilité à la population de ne pas disperser aussi ses voix avec les candidats. David Diagbavi, est-ce qu'on aura une campagne comme on le voit, programme contre programme, ou bien c'est argent contre argent? Vous savez, tous les candidats qui se sont déclarés, c'est des fortunes. C'est des gens qui n'ont pas de soucis financiers. Et donc, c'est le moment d'exhiber sa richesse et de démontrer à l'autre qu'on a plus de capacité financière que l'autre. Alors qu'aujourd'hui, le Mali n'a pas besoin de cette démonstration. Le Mali traverse une situation de crise assez profonde. On a vu un peu ce que la rébellion a créé.
sur le territoire de ce pays, l'instabilité politique, l'insécurité, le nord du Mali qui est totalement envahi par ces rebelles. Et donc la population malienne a besoin d'un président qui va pouvoir apaiser le pays, qui va pouvoir faire la guerre contre ces terroristes, les chasser des frontières de ce pays, et non des candidats qui viennent s'époumoner parce qu'ils ont de l'argent. On a vu des candidats qui distribuent des motos aux populations. On en a vu qui ont sorti des stratégies assez rocambolesques pour aller à cette campagne. C'est quand même assez fort. Le jeu va se jouer entre les deux grosses pointures, l'actuel président et monsieur voilà, Cissé, qui n'est pas un pion facile, parce que l'homme est passé dans les rouages diplomatiques de l'Afrique de l'Ouest en ayant été président de l'UEMOA, de la commission, oui. De la commission de l'UEMOA. À la suite de son départ, il est rentré en politique au Mali, et son entrée en politique au Mali a été très bien salué. C'est ce qui avait fait de lui le titre de chef de file de l'opposition. Et cette position, justement, avait fait du mal à la politique de l'actuel président, parce que son arrivée sur la scène politique a déstabilisé la stratégie politique que Boubacar Keïta avait voulu pour son mandat. Ce qui a fait qu'à un moment, les Maliens n'ont plus cette envie de suivre l'actuel président dans sa politique. Il n'est pas arrivé à réaliser les promesses qu'il a faites. Le Mali est encore aujourd'hui en guerre. Il y a une instabilité dans le nord du Mali, c'est terrible. Et donc cette population a besoin d'un nouveau visage. Et ce visage pourra véritablement venir de l'opposition, qui aura peut-être sa chance de véritablement démontrer sa capacité de diriger ce pays. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le Mali a besoin d'un président qui peut véritablement faire la guerre contre le terrorisme et mettre le pays à l'abri de ces invasions terroristes. Très d'autres étaient au-delà de tout. On n'aura que les deux principaux. Il n'y aura pas une surprise quelconque. Oui, sûrement qu'au deuxième tour. Donc on peut déjà prédire que ça soit M. Soumaïla Cissé et puis Ibeka. Mais il faut le dire, comme j'adhère un peu à l'analyse de mon confrère Vivien Tomi pour dire qu'on n'a pas besoin d'émietter les voix. Ça peut être une stratégie, mais déjà que dans le camp de l'opposition, qu'on ait plus d'une vingtaine de candidats aussi, ça peut désavantager aussi le chef de file de l'opposition. Donc c'est qu'à un certain moment, lui aussi n'aurait pas su jouer sa partition, n'aurait pas su rassembler ces acteurs du même bord politique que de l'opposition, afin qu'ils combattent leur adversaire, pas leur ennemi, leur adversaire politique. Donc là, c'est possible qu'au second tour, qu'on voit même dans la vingtaine de candidats de l'opposition, que des gens puissent appeler encore à voter pour Ibeka, parce qu'ils n'auraient pas eu le temps de sceller les alliances avec M. Soumaïla Cissé. David disait, il faisait allusion, disons, au couloir diplomatique qui pourrait avantager M. Soumaïla Cissé. C'est vrai, lorsqu'il était le président de la commission de l'UMOA, son mandat a été assez positif au niveau de l'UMOA, qu'il a capitalisé cela aujourd'hui. Mais le peuple malien est un peuple assez complexe, assez difficile. Maintenant, la politique même au Mali, donc c'est pas ce que nous vivons dans notre pays ou bien dans d'autres pays, c'est que c'est vrai, on a tendance à dire que c'est un peuple qui n'aurait pas tous les outils nécessaires, mais c'est un peuple qui est compliqué, qui est difficile. Donc c'est un peuple qui est également imprévisible. Donc même le second tour peut nous donner soit M. Ibeka contre un autre candidat de l'opposition, ou bien contre Soumaïla Cissé, ou bien même les deux vont s'éclipser. Mais là il y a forte probabilité qu'on les retrouve au moins. Les deux là au second tour, c'est la démonstration de force que les deux ont faite, disons, ce week-end. De chaque côté, il y a eu plus de 50 000 Plus de 50 000, donc c'est dire que, mais il va falloir maintenant que dans les prochains jours de la campagne là, que les gens, que le camp, ou bien que les stratèges du Dibeka fassent la cour à ceux de Soumaïla Cissé, et puis vice-versa. Donc c'est vrai, la campagne aujourd'hui au Mali, ça dégaine beaucoup.
beaucoup de sous, mais il faut dire que ce ne sont pas les sous qui vont essayer de tout faire. Les gens peuvent prendre toutes ces largesses-là et aller faire autre chose. Donc, il va falloir soutenir un programme politique qui puisse développer. Et maintenant, aujourd'hui, certes, les populations ou bien le peuple malien va juger M. Ibeka sur son mandat. Et là, lorsqu'on parle du mandat de M. Ibeka, donc c'est comme s'il avait la solution magique contre le terrorisme. Oui. Mais alors que le terrorisme qui sévit aujourd'hui, surtout au nord Mali, n'est pas une fabrication d'Ibeka, mais c'est une fabrication d'autres mains noires. Et les mains noires tiennent ce genre de terrorisme pour essayer de sucer encore les ressources de ce pays-là. Donc, celui qui voudra accéder, ou bien qui va prétendre même remplacer M. Ibeka, devait également donner des garanties que lorsque je serai là, voilà, vous pouvez continuer par siphonner le Mali. Mais lorsque vous ne donnez pas ces genres de garanties, donc je crois que ça va être, la situation qui soit assez compliquée. Et connaissant un peu M. Soumaïla Cissé, je ne sais pas s'il a changé, je l'ai connu lorsqu'il était à la commission de l'UMOA, et c'est un homme de principe, c'est un homme de foi et puis de conviction, et c'est quelqu'un qui sait là où il va. Mais est-ce qu'il a tous les outils nécessaires pour faire cette marche-là? Ça, c'est la grande interrogation. Vivien Tomi, ça veut dire que la question sécuritaire sera fortement au cœur de cette campagne. Vous savez, pour un pays comme le Mali, où on a vu quand même les affres du djihadisme, des extrémistes, la population est sous le choc. J'ai vu que beaucoup d'étrangers ont quitté carrément le Mali pour un temps, pour cette période d'élection. Il y a beaucoup de nos frères togolais qui sont revenus pour un moment. Certains ont dit on ira après un mois, on va voir un peu comment ça va se passer. Mais la question, mois après les élections. Après les élections. Le pays vit quand même il y a beaucoup d'incertitudes, c'est ça. Parce que vous avez vu les ravages des djihadistes, des extrémistes, et on a peur de confier le pays à quelqu'un qui sera peut-être faible et qui va laisser encore les autres terrorisés. Ibeka ne s'est pas montré trop fort aussi. Oui, mais vous savez, un pays comme le Mali, ce n'est pas facile de gérer tout ce territoire. Parce qu'il y a des endroits... Ça, on le dit aujourd'hui, mais quand il faisait sa campagne, on a vu toutes les belles promesses qu'il a faites. Mais ça, c'est les paroles de campagne, justement. Mais de la campagne à la réalité, quand on prend le fauteuil présidentiel, vous avez vu ce qui s'est passé au Bénin, à côté, et dans les autres pays. La population commence par dire toujours, mais attention, au temps de Yahi Boni, on mangeait bien à notre faim, là. Mais ça arrive parce que quand on n'est pas encore président, on tient les paroles de politiciens. Mais quand on devient président, maintenant, on est face à la réalité et il y a beaucoup d'autres paramètres dont il faut tenir compte. Il y a le service de renseignement qui vous dit, avant vous pensiez que ça pouvait se faire comme ça, mais la réalité sur le terrain, c'est ça. Aujourd'hui, il s'agit de trouver, pour le peuple malien, il s'agit de trouver un président qui pourra faire face au terrorisme, qui pourra faire face aussi à la pauvreté et qui va essayer de réconcilier vraiment tout le pays et de défendre l'intégrité du territoire David malien. Diakbavi, on aura une campagne sereine? Oui, parce que les Maliens ont cette envie d'aller vers une stabilité démocratique après les périodes d'instabilité que ce pays avait traversées. Au premier mandat de Ibeka, vous avez vu un peu comment tous les acteurs politiques se sont investis dans ce dynamisme-là qui voudra que l'intérêt du Mali passe avant. Donc le début de la campagne a été très intéressant. Depuis hier, on a vu une forte mobilisation. C'est une démonstration de force. Et les Maliens, les électeurs maliens adhèrent à cette politique-là. Il y a une sorte de fusion entre les candidats et le peuple parce que ce peuple malien a véritablement besoin de cette complicité entre lui et les acteurs politiques. Donc, nul n'a intérêt à saboter la campagne aujourd'hui de peur que ce choix de saboter puisse se retourner contre lui dans les urnes. D'accord. On va marquer maintenant la courte pause et puis juste après, on va parler du Togo.